OK. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle entrevue. Alors, Lucie Raté, maître Reiki Usui, lactarienne, praticienne énergétique, bienvenue sur soit ma chaîne YouTube ou ma page professionnelle Facebook. Je suis contente aujourd'hui de parler du thème du suicide avec Raphaël Bernier. Raphaël, qui est praticien énergétique aussi, enseignant dans le domaine du mieux-être, formation de Reiki. Il a vécu une expérience lorsqu'il était jeune adulte à ce niveau-là sur le thème d'aujourd'hui. Et je voulais vous partager son histoire, faire une entrevue avec lui pour amener des compréhensions, amener des outils aussi et un regard, comment je pourrais dire, plus lumineux, plus positif sur ce que ça peut nous apporter, ces expériences inconfortables, souffrantes que certaines personnes peuvent vivre dans leur vie. Alors, Raphaël, bienvenue. Bonjour, bonjour. Contente de te recevoir aujourd'hui puis que tu aies accepté mon invitation pour parler de ce thème qui est, en fait, quand on dit le terme suicide, hein, c'est lourd, c'est souffrant, les gens vont «Oh!» Mais comme je t'ai dit, dans la façon qu'on va l'aborder aujourd'hui, c'est vraiment pour, c'est ça, amener des compréhensions, des visions différentes. Et tu es encore là aujourd'hui, donc Toujours vivant. toujours vivant. Donc, aujourd'hui, tu as quel âge, Raphaël? J'ai 38 ans. Tu as 38 ans. Puis, la période qui était plus difficile pour toi était aux alentours de quels âges? 18 à peu près 25 ans. 18 à 25 ans, ouais. Puis ça a été concentré plus là de 18, j'étais en 2001. 2001 à 2005, là, donc 18 à 22 ans, là, c'était la période la plus intense, la plus difficile, là. Ça a été cette période-là. 18 à 22 ans, ouais. OK. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu l'impression peut-être de descendre de plus en plus dans un état qui était souffrant, qui était déstabilisant, où tu n'avais plus de repères? Qu'est-ce qui t'a amené finalement à penser au suicide, l'expérience qui est la tienne? Ben moi, ben d'abord à 18 ans, ce qui est arrivé, c'est qu'à 17 ans, j'ai perdu un ami qui est décédé. C'était mon premier deuil de personne qui était proche de moi, puis c'était marquant pour moi. Sur le moment, j'ai pas vécu mon deuil parce que j'étais au cégep, puis j'avais des choses à faire, puis c'était comme j'ai pas le temps ou tu sais, ben, si j'ai eu un peu d'émotion, mais j'étais beaucoup figé. C'est comme venu un an plus tard. J'ai pas eu de crise d'adolescence, bon, tu sais, quand j'avais 13, 14, 15, 16 ans. Toujours tranquille, tu sais, j'étais dans le deuxième d'une famille de 3. Je prends pas trop ma place. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'à 18 ans, là, je rentrais pour commencer ma deuxième année en fait, au cégep. Puis, c'était au mois de septembre, début septembre, puis je me demandais qu'est-ce que je faisais là, tu sais, dans mon optique. Je m'en allais, c'était un passage obligé, je voulais être prof de géo-histoire au secondaire, puis bon, le cégep, c'est un passage obligé. Puis là, il y a comme beaucoup de questionnements qui sont venus en tout en même temps. En l'espace de quelques jours où j'ai-tu vraiment le goût de poursuivre mes études? Tu sais, ça allait bien, tu sais, j'avais des bonnes notes. Mais tu sais, je me demandais, j'ai-tu vraiment le goût? C'est-tu moi? Tu sais, mon père m'encourageait à aller à l'université parce que les autres iraient pas à l'université dans la famille, là, les autres enfants. Fait que c'est comme un genre de petite pression que j'ai embarqué là-dedans. Tu sais, la géo, l'histoire, j'aimais ça. Oui, OK. Mais de là, à l'enseigner, pas sûr. Euh, Puis là, on dirait que les émotions sont venues par rapport au deuil de mon ami qui était décédé. Puis là, je voyais comme la souffrance partout dans le monde. Tu sais, j'écoutais les nouvelles, puis tout ça, puis tout le mal qui se faisait sur Terre. Puis c'est venu me chercher, puis je me disais, voyons, qu'est-ce que je fais dans ce monde-là? Ça ne me ressemble pas.
C'est non bien souffrant, puis tout ça, puis comme pas rien faire. J'avais comme une grosse perte de point de repère. Sachant pas où ce que j'allais faire, où ce que je m'en allais, j'étais comme dans un face au néant, tout simplement. C'est comme si je suivais pas la voie qui était comme tracée, ben je me retrouvais devant rien. J'habitais chez ma mère à cette époque-là. Fait que, ça a brassé beaucoup en dedans, j'essayais de me comprendre puis tout ça. Puis c'est une option que j'ai envisagée, tout simplement. Parce que je sentais pas que j'avais ma place sur terre. Tu sais, c'était vraiment à ce niveau-là. Puis que ça me tentait pas de vivre dans un monde de souffrance comme ça. Fait que j'ai ma première tentative, j'avais 18 ans. J'ai tenté de m'ouvrir les veines avec un couteau minable. Point. Ça m'a juste fait une cicatrice aux deux poignets, mais tu sais, ça. Je me suis pas caché dans le bain pour que ça coule. Ou, tu sais, j'ai fait ça dans ma chambre. Puis finalement, c'était plus un signal de détresse. Fait que, tu sais, je n'ai parlé à ma mère. Puis là, suite à ça, ben, ils m'ont emmené voir un psy, le psy de l'école, à ce niveau-là. Puis là, il y a eu de la médication, c'est des déclarations de pression majeure, puis tout ça. Euh, puis j'avais un suivi, mais tu sais, assez tôt, j'ai quand même quitté le cégep, mes études, dans cette période-là. Puis là, je suis comme viré bout pour bout, où j'étais l'élève studieux, tu sais, bien standard, ça va bien, qui fait pas de vagues, à le Raphaël qui devient gothique, qui prend sa place davantage, mais qui expérimente un peu tout le contraire de ce que j'avais expérimenté avant. Je me mets à fumer la cigarette, je me mets à boire, je fais vraiment le délinquant. Fait que c'était ça un peu la voie. Euh, Puis c'était beaucoup en réaction au modèle de mes parents. Je voulais pas ressembler à mon père ni à ma mère, en particulier pas à mon père. Euh, Puis, tu sais, mon père est une personne équilibrée, ma mère aussi, tu sais, qui prennent soin de leur santé et tout ça. Fait que donc, ça clashait vraiment. Comme un peu tu sais, de trouver une identité, quelque chose, à la recherche de moi-même. Puis, en même temps, avec de l'introspection par après, tu sais, je me suis rendu compte que j'avais juste besoin peut-être d'attention que j'avais pas eu ou que j'avais pas demandé aussi. Parce que mon frère et ma soeur, bon, ils demandaient plus d'attention, puis que moi, je voulais comme pas en mettre davantage sur les épaules de mes parents, particulièrement de ma mère. Fait que là, j'ai comme besoin d'aide, puis j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Tu sais, c'était comme ça. C'est pas la meilleure méthode, mais quand tu sais pas, t'es pas à l'écoute de tes besoins à l'intérieur de toi, c'est difficile à identifier. Fait que, tu sais, j'ai eu des changements d'amis, tu sais, j'ai fait des petits boulots par-ci par-là. Fait que, tu sais, c'est revenu à quelques occasions, les tentatives de suicide. Au niveau de la psychologue, soit de l'école ou du CLSC, parce que j'ai essayé à quelques occasions, moi, pour parler, c'est pas ça qui me stimulait bien gros, qui m'aidait vraiment, dans mon optique. Je sais pas si c'est parce que je suis pas tombé sur la bonne personne qui me mettait beaucoup en confiance, puis que c'était fluide, puis que j'aurais pu faire un beau développement. Ça m'aurait aidé. Euh, la médication rendait zombie. On parle du début des années 2000. Fait que, tu sais, c'était pas comme c'est maintenant. J'avais quelque chose qui m'a sonné quand même. C'était un peu spécial pour ceux qui s'y connaissent. L'Effexor. Euh, fait que c'est revenu comme 2 à 3 fois par année. C'est cette option-là. C'est quand que je sentais qu'il y avait une perte de point de repère ou j'étais en état d'échec. J'étais en situation d'échec. Euh, que là, ça venait comme envisageable. Des fois, si on y pense, là, les Japonais, les Chinois, ils ont beaucoup de pression de performance, puis tout ça. Oui. Puis, pour pas déshonorer la famille, et tout ça, c'est souvent une option qui est envisagée, qui est utilisée. Fait que ça ressemblait un petit peu à ça. Tu sais, le désir d'être parfait, de plaire à tout le monde,
puis ne pas m'honorer, en fait, ne pas me connaître, pas connaître mes besoins, puis de chercher de l'attention, mais de la mauvaise manière. Et la perte de point de repère, je suppose que je m'en vais. C'est comme si tout me paraissait comme une montagne. Il y avait quand même du stress, de la fatigue. On s'entend. Suite à ce que j'avais vécu. Mais quelque part, j'avais juste envie d'expérimenter d'autres choses, de m'ouvrir à d'autres façons de vivre la vie. Parce que je savais pas quand j'allais mourir. Tu sais, que je pouvais mourir le lendemain sans le savoir, puis un peu d'expérimenter toutes sortes de choses pendant que je suis vivant. J'avais vu que mon ami avait 17 ans qui est mort le jour au lendemain, accident d'auto. Fait que ça a comme fait un choc. Fait que, tu sais, le lendemain, moi, je peux être mort. Fait que, tu sais, c'était cette thématique-là qui était beaucoup là. Dans cette expérience-là que tu vivais, l'état dans lequel tu étais, tu as fait des études, tu as commencé des études aussi en thanatologie. Ouais, c'était un peu dans le même background. J'essayais, je pense, de trouver des réponses, mieux me connaître. Thanatologie, c'est être embaumeur, être directeur de funérailles, tout ce qui est au niveau mortuaire. Fait que je suis rentré, si j'avais des bonnes notes, c'était contingenté, j'ai rentré. C'était intéressant. Tu sais, au niveau scientifique, au niveau de la psychologie du deuil, c'est super intéressant, tout ça. C'est juste bien déprimant. J'étais déjà déprimé. Peut-être pas la meilleure place, mais c'est une expérience. Pour me rendre compte que au niveau de l'embaumement, j'ai pas cette dextérité fine, cette habileté manuelle euh, qui était comme nécessaire. J'aurais peut-être été un bon conseiller de famille là, pour accueillir des familles, mais au niveau de l'embaumement, il y a quand même des tests. Mais je me suis mis en état d'échec parce que j'ai consommé de la drogue pendant mes études, j'ai dépensé mon argent, fait que là, il fallait que je travaille pour subvenir à mes besoins, au-delà de ma bourse que j'avais eue. Fait que je me suis mis en état d'échec après 1 an et demi. Donc, le cycle revenait. Tentative de suicide. Me faire sauver par ma mère. Des fois, même aller à l'hôpital en psychiatrie, pendant la gravité de la tentative de suicide. Donc, ça a duré quand même sur quelques années, ce cycle-là, Mm-hmm. entre l'âge d'environ 18 ans et tantôt tu disais début de la vingtaine, 22, Ouais, 22. 23 ans, Ouais. 22 ans. Et les tentatives de suicide comme telles, est-ce qu'à chaque année, ou à peu près, il y avait vraiment une tentative physique concrète de ta part? Mm-hmm. Oui. Et où là, Ah tu te oui. ramassais à l'hôpital? L'hôpital, c'est arrivé à 2 occasions, parce que ma mère, là, elle était comme, elle savait plus trop quoi faire, puis c'était une façon de sentir que je suis en sécurité, je suis surveillé, que je vais avoir l'aide Oui. nécessaire d'une manière plus intensive. Ça, c'est arrivé. Première fois, c'était en janvier 2004. Tu sais, j'étais à Montréal. Ben, au mois de décembre, bon, j'avais arrêté d'aller à l'école parce que j'étais juste fatigué, épuisé. Je voyais pas comment j'allais réussir mes examens en thanatologie. Je travaillais 35 à 40 heures pour subvenir à mes besoins. Fait que là, j'étais complètement épuisé. Puis là, j'ai pas su nommer que je voulais pas y retourner. Donc, pendant les vacances des fêtes, ma mère m'avait emmené chez eux, à mon ami, puis je savais pas comment le nommer, que je voulais pas y retourner, continuer. Pour ne pas la Donc, décevoir? ben, je sais pas pourquoi. Mm. Peut-être la peur de la réaction, où j'arrivais pas juste à m'affirmer, peu importe c'était quoi l'aspect de ma vie. J'ai toujours une difficulté à affirmer mes besoins et à dire ce que je pense. Fait que j'ai fait une tentative dans le bain avec un séchoir, là. Euh, Puis, bon, ça n'a pas marché parce qu'il y avait un breaker sur la plug, sur la prise. Fait que ça n'a rien fait. Puis, ben là, je n'ai quand même parlé à ma mère parce que là, le séchoir était tout tremble. Puis, elle m'aurait posé des questions. Fait qu'elle m'a emmené à l'hôpital. J'ai été 2 semaines là. À l'hôpital,
ont serré ma médication, un peu plus. J'ai passé 2 semaines là. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as brisé ce cycle-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je me suis ramassé en prison. C'est ça qui a brisé le cycle, en fait. J'ai vraiment frappé un mur, là. Je me suis rendu compte que je pouvais juste compter sur moi puis d'arrêter de me fier sur les autres, particulièrement ma mère. Puis que ça suffit que je me responsabilise. Puis j'avais eu quelques clins d'œil de la vie qui me montraient que c'était pas le temps. J'étais ici sur Terre, puis qu'à chaque fois que j'essayais de me suicider, il y a de quoi qui arrivait. Il y avait une intervention un peu divine où il y a de quoi qui faisait en sorte que ça ne pouvait pas arriver. Ça pouvait pas être mes guides, ça pouvait pas se terminer. Euh, Tantôt l'exemple avec la prise dans le bain. Hmm. Mais il y a eu un autre événement dans cette même période-là. Je pourrais pas dire à quelle année, peut-être en 2002, ou en 2001, ou en 2003, c'était un peu vague, où j'avais spoté, il y avait un train qui passait à Montmagny, un train de marchandises, qui roulait quand même assez vite à l'époque. Ça, c'était avant 2004. Puis, je savais à quelle heure il passait, fait que j'avais eu comme projet d'aller me coucher sur les rails. La fois que j'ai été, puis que j'étais prêt, puis j'étais vraiment mindé à le faire, ben le train a ralenti, puis je faisais exprès pour me cacher pour pas qu'il me voie d'avance. Fait que, il avait ralenti, puis il avait arrêté sur le pont. Chose qu'il fait jamais. Toutes les lumières étaient allumées. Fait que j'ai fait bon. Je pense que C'est vrai que oui, c'est arrivé à plusieurs reprises où ce que tu as voulu faire concrètement, puis de façon différente, n'a pas fonctionné. Vraiment, c'est particulier. Mhm. Oh oui, vraiment. Puis tu sais, à un moment donné, ça me revient en tête. Puis tu sais, c'est beaucoup la méditation qui m'a aidé à mieux me sentir, puis aller voir à l'intérieur de moi ce que je voulais vivre, ce que je voulais faire, m'intérioriser, m'unir à moi-même. C'est sûr que oui, quand j'étais allé en prison, bon, j'ai frappé un mur, ça m'a aidé à me concentrer davantage sur moi. J'ai eu un suivi psychologique, ça m'a aidé, c'est certain, mais c'est beaucoup la méditation dans mon cas, puis de m'ouvrir davantage au niveau spirituel, parce que c'était peu présent auparavant, qui m'a aidé vraiment à me donner plus un sens Mais à mon existence. j'aimerais ça qu'on revienne sur l'événement qui a fait que tu es allé en prison. Parce que quand tu dis, là, j'ai réalisé que ça ne fonctionnait pas, j'ai essayé toutes sortes de façons pour mettre fin à ma vie, il arrivait toujours quelque chose. Mhm. J'ai voulu plus me responsabiliser, arrêter d'aller toujours demander à ma mère. Et là, je pense que tu n'avais plus d'argent et tu as fait une idiotie qui t'a amené en prison. Tu veux-tu nous en parler un peu? Oui, oui. En fait, ça, c'était en 2004. À l'automne 2004, j'avais commencé un nouvel emploi dans une fonderie à Lillet, job de shop, là, où on travaille des pièces de fonte. Puis je m'étais fait mettre dehors après 2 semaines. Bon, c'était pas la job du siècle que j'aimais, pas vraiment. C'était quand même payant, mais j'étais comme à bout. Je me suis mis fait dehors. Je ne pouvais pas mettre mes verres de contact pour travailler, question de sécurité. Puis avec mes lunettes qui n'étaient pas ajustées, je voyais rien, je ratais les pièces. Fait que bon. Mais j'avais beaucoup de colère de m'avoir fait mettre dehors. Euh, Puis là, j'étais à bout. Puis ma mère était à bout de me voir aller. J'habitais encore chez elle à cette époque-là. Là, elle me dit, je te donne 2 semaines, je te donne, je me souviens pas, mais je pense que c'est à peu près 2 semaines. Tu vas te trouver un appartement, puis moi, je peux plus vivre ça. Fait que j'ai été comme mis au pied du mur. Mais là, j'ai comme vu une solution de facilité de faire un vol dans un dépanneur, aller me chercher de l'argent, puis de m'en aller à Québec, tout simplement. Puis, sacré mon camp, j'avais pas d'argent.
J'avais pas d'argent pour déménager ou faire quoi que ce soit. Fait que c'était comme une option que j'avais pensée. Je dormais mal. Fait que quand je dors mal plusieurs nuits d'affilée, ça affecte beaucoup mon humeur et mes drôles d'idées. Fait que voilà. Mais j'ai fait une tentative de vol dans un dépanneur. Ensuite, j'en ai réussi une dans le dépanneur à côté de chez nous, un vol qualifié. Puis j'avais un peu d'argent. Je me suis fait ramasser par la police et des gars grands de moi, une grande. C'était un dépanneur que j'allais souvent en plus. Fait que, tu sais, des gars qui sont grands comme moi, il y avait un pic ici, même j'avais un passe-montagne, tu sais, ils m'ont reconnu ces caméras, ils m'ont trouvé. J'étais en prison. Fait que, tu sais, ça a comme fait, ben là, j'ai trouvé ça rough. Au début, en prison, c'est un autre monde. C'est une jungle un peu. Fait que, il m'a vraiment, là, je savais qu'il fallait que je compte sur moi-même davantage, puis que je me responsabilise, puis que je me prenne en main par moi-même, puis qu'il n'y a pas personne qui va venir me sauver ou ramasser les dégâts comme auparavant, comme ma mère le faisait. Ma mère, tu sais, c'était comme, là, je m'en libère, je me décharge, puis tu t'occupes de toi, puis c'était ça le point. Mm. Fait qu'avec le recul, est-ce que tu vois ça comme, au final, un peu, c'est peut-être gros, là, mais la meilleure chose qui pouvait t'arriver pour que tout ton être, ton attitude, ta façon de voir la vie change? Mhm. Ouais. Oh oui, tout à fait. Et c'est là, comme tu dis, en prison, que tu as commencé à lire sur la méditation, à méditer et que ton état d'être a commencé à changer, c'est ça? Oui, exactement. Je me suis intéressé au bouddhisme tibétain, ça m'inspirait, puis ça a commencé à changer, tu sais, tranquillement, pas vite. Oui, j'étais encore médicamenté à un certain moment. À un moment donné, j'ai arrêté ça. Puis, je me suis davantage pris en main. Puis, j'ai apprécié ma liberté quand je suis sorti de là. J'étais allé travailler dans une épicerie. Puis, parce qu'il fallait que je me nourrisse. Puis, j'ai resté là pendant des années, là, en travaillant en épicerie. J'avais pas le goût de retourner aux études parce que je me voyais mal travailler puis étudier en même temps. Je trouvais que ça ferait beaucoup. Puis que je me mettrais peut-être encore en constat d'échec avec mes expériences passées. Fait que j'ai juste travaillé, puis je me suis ouvert à aller au niveau spirituel, puis à faire des formations en Reiki, puis tout ça. Puis il y a des personnes clés qui sont venues dans mon existence pour m'aider, soutenir ça, personnes lumineuses. Fait que ça m'a beaucoup aidé, c'est certain. Fait que maintenant, tu sais, que mon ouverture spirituelle, voir un psy, ce serait, parce que je travaille davantage sur moi-même, ce serait beaucoup plus, comment dire, efficace, beaucoup plus productif, beaucoup plus, m'engagerais davantage qu'à l'époque où j'en avais rien. Je le faisais À parce que l'époque, c'était c'était comme peut-être, obligé. ouais, c'était plus imposé à l'époque. C'est ça. Alors que là, Exact. si ça se présentait, ça viendrait de toi et ça ferait la différence aussi. Mhm. Oui, exactement, que ça vienne de Mhm. nous. Ouais. Fait Un réel désir profond, tu sais. tout à fait. Parce que je pense que n'importe quel changement chez qui que ce soit, peu importe ce qu'on vit, doit venir de soi en partant. C'est comme on parle de, on les voit beaucoup dans les films, les cures de désintoxication, que ce soit pour la drogue ou l'alcool, et les gens, ils rentrent, ils ressortent, ils rentrent, ils ressortent, parce que la famille, à un moment donné, est plus capable et ils veulent que la personne se prenne en charge et guérisse. Mais si la personne y va pour faire plaisir aux autres, le changement, en général, ne se fait pas. Il faut vraiment que ça vienne d'un mouvement intérieur, Mhm. de décider que là, oui, je suis prêt, je souffre et je suis tannée, je veux changer, je veux être bien. Hmm. Fait que toi, ça a donné un sens à ta vie, en fait, de t'ouvrir au côté spirituel. Mhm. Oui, exactement. Ça me donnait plus une ligne directrice puis de voir d'autres façons de voir la vie, de vivre sa vie aussi, puis que ça m'amenait du bien-être. En fait, c'est certain qu'à un certain niveau, j'ai fui dans le spirituel pendant un bon bout de temps. Euh, mais c'était mieux de fuir dans le spirituel que de fuir dans la drogue ou dans d'autres choses
a des impacts beaucoup plus néfastes. J'ai travaillé longtemps mon enracinement, mon ancrage, parce que vu que je m'étais fait des tentatives de suicide puis que je voulais quitter le plan, ben ça a affecté ma qualité de présence dans mon corps, à être dans le moment présent. Je l'ai travaillé longtemps, ça s'est beaucoup amélioré. J'ai accepté mon incarnation. En fait, c'est beaucoup ça, parce que c'est l'âme qui a choisi de s'incarner. Je suis ici pour plein de raisons, donc j'honore ça. C'est un contrat sacré, en fait. Oui. Fait que je vais être là le temps nécessaire. Puis voilà. Puis je vais essayer d'en profiter le mieux possible. Oui, De me découvrir le plus possible. tout à fait. On discutait, toi et moi, tantôt, avant de commencer l'entrevue dans l'enregistrement, que on peut faire des demandes précises aussi pour les psychologues. Et je disais à Raphaël qu'en écoutant une vidéo de Lucie Mandeville, qui est une ancienne psychologue, elle indiquait qu'on peut faire des demandes particulières lorsqu'on cherche un psychologue. Donc, on peut en demander un. Si, par exemple, on a une ouverture spirituelle, pas nécessairement religieuse, mais spirituelle, on peut faire une demande pour un psychologue qui va avoir cette ouverture-là comme nous et donc de se sentir accueilli, accepté et non jugé dans ce grand cheminement quand même important quand on décide de se livrer à quelqu'un qu'on ne connaît pas sur notre enfance, sur nos pensées, nos désirs. C'est quand même très intime comme relation, très profond. Donc, oui, on peut faire ces demandes-là et je trouve que c'est très important de le savoir. Ça peut changer complètement euh, le résultat de cette démarche-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te viendrait à l'esprit de dire à ceux, que ce soit des parents qui nous écoutent actuellement, des gens qui ont connu dans la famille un frère, une sœur, leur propre enfant qui a fait des tentatives de suicide, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais partager qui pourrait aider ces personnes-là à avoir de la lumière, à avoir des solutions? Ben, en fait, pour l'entourage qui entoure la personne qui a des difficultés à ce niveau-là, c'est simplement d'être présent, puis de dire à la personne, si tu as besoin de jaser, tu as besoin d'aide quelconque, je suis là, je t'aime, puis déjà là, puis ça va aider. Puis dire que je vais t'écouter du mieux que je peux, dans le non-jugement. Puis si tu as besoin qu'on consulte d'autres personnes, ben, on va le faire. Puis, tu sais, des fois, ça peut être quelqu'un qui est extérieur à nous, qui va vraiment nous aider, puis sans que ce soit nécessairement un psy ou une travailleuse sociale. Parce que des fois, on peut avoir un travailleur, une travailleuse sociale qui fait très bien l'affaire aussi, qui a de l'écoute, ils ont une base de psychologie, puis ils ont une expérience de vie qui peuvent faire en sorte que ça passe bien, que ça nous aide. C'est juste qu'au niveau, un point important, un psychiatre va plus prescrire des médicaments. Fait que c'est pas avec lui que vous allez travailler en profondeur sur peut-être des blessures ou des façons de voir la vie ou des choses à changer. Ça va être plus pour ajuster votre médication, point important, si vous en prenez. Fait que des fois, ça peut être un enseignant, tu sais, vous avez eu une bonne communication avec un prof à l'école, des fois, ça peut faire du bien. Vous sentez que ça passe bien, que la personne est ouverte. Tu sais, des fois, d'avoir Oui. un autre point de vue que le sien, parce on voit ça tellement gros, on voit une montagne, puis on dirait qu'on a des œillères tant qu'on est beaucoup là-dedans. Des fois, c'est beaucoup émotif. C'est des émotions, c'est de prendre contact de ces émotions, puis de nommer les choses. Les nommer à voix haute. Ben, je vis de la colère, je vis de la frustration, telle et telle raison, de sortir de soi d'une manière bénéfique. Tu sais, des fois, ça peut être crier dans un oreiller, ça va faire beaucoup de bien pour sortir ce qui est là en dedans de soi, ou écrire une lettre, puis la faire brûler, d'extérioriser ce qu'on vit. Tout à fait. Sinon, ben, c'est ça, des fois, ça peut être un ami.
ami qui est comme peut-être un petit peu plus neutre, pas trop impliqué dans la situation, qui peut avoir un autre point de vue, ça peut faire du bien. Se promener en nature, ça fait beaucoup de bien. Dans un boisé ou proche de l'eau. Déjà là, ça nous aide à voir plus clair en nous, à nous ressourcer, à nous emmener de l'énergie, de la vitalité. À part de ça, c'est ça. Allez-y avec des personnes qui sont autour de vous ou qui sont accessibles. C'est Oui. pour avoir d'autres points de vue. Puis c'est pas nécessairement d'avoir le monsieur, madame, j'ai réponse à tout, puis que je vais donner plein de trucs ou plein de conseils. C'est des fois, ça prend juste de l'écoute. Une personne qui est capable de nous écouter, puis qui va nous accueillir dans ce qu'on vit. Sans nous juger. Ouais, exactement. Ouais. Souvent, juste le fait d'en parler à quelqu'un d'autre, souvent, on trouve nos propres réponses en le disant. C'est vrai. Puis je pense aussi que c'est de voir les choses autrement, c'est-à-dire dans la société dans laquelle on est, c'est vu comme faible lorsque on va pas bien, lorsqu'on est souffrant, que ce soit au niveau physique ou mental, émotionnel. On n'ose pas toujours en parler, on a peur d'être jugé, peur d'être vu comme quelqu'un qui manque de force, qui veut pas travailler, qui veut pas avancer dans la vie, alors que c'est une grande souffrance qui est là. Fait que c'est de voir les choses autrement, je crois, puis de dire, ça fait partie de l'humain. C'est des choses qui peuvent arriver et de ne pas tomber dans la peur. Hein. On le sait que Mmh. dans les temps où on est, la peur est quelque chose qui est tout à fait, comment est-ce qu'on dirait ça, très mental. La peur, en général, n'existe pas réellement. Elle est un concept de l'esprit où on la nourrit, cette peur, et on la nourrit, on lui donne à manger à tous les jours, alors que si on ne le fait pas, la peur n'existe plus. Et c'est ça, je pense, de voir les choses autrement et plus en observation et de se dire, si moi je vis ça, il y en a d'autres qui l'ont vécu et j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner que d'enfin aller chercher de l'aide ou d'exprimer à quelqu'un. Je sais pas où ça va me mener, mais je tends une perche à quelqu'un de physique ou de demander aussi, toi et moi, on travaille dans le domaine énergétique comme praticien énergétique, on a une ouverture à la spiritualité, à plus grand que nous, de demander aussi à notre âme, à nos guides qui nous accompagnent, de nous mettre les bonnes personnes sur notre chemin ou les bonnes situations également. Exactement, c'est de s'ouvrir à aller chercher de l'aide. On a tous besoin des uns et des autres dans un moment ou un autre. On est tous interdépendants, donc c'est vraiment important de reconnaître que des fois, on a besoin d'une aide extérieure, puis que c'est juste, c'est aligné. On n'est pas une moins bonne personne, c'est pas un échec, c'est temporaire. C'est une aide qu'on a besoin, qui est temporaire, parce qu'on vit quelque chose de plus intense, de plus déstabilisant, puis que, en fait, c'est de l'amour de soi. On va Oui, chercher de l'aide pour mieux s'accepter, pour mieux être aligné avec soi, puis on, on se prend en main, en fait. Fait que c'est de l'amour de soi. Voir ça comme de l'amour de soi, oui. Puis d'aller quand tu chercher dis de se l'aide. prendre en, oui. Puis quand tu dis se prendre en main, c'est se responsabiliser. Je suis l'artisan de ma vie, je suis la personne qui est responsable de combler mes besoins, Mhm. combler, si j'ai des manques, à les combler aussi et saisir que j'ai toute la force et les outils nécessaires et si ce n'est pas le cas, d'aller vers l'autre, mais de prendre la décision et d'aller dans ce sens-là. Oui. J'aimerais terminer en disant que moi, j'ai lu un livre, puis tu es au courant, que j'ai trouvé vraiment merveilleux, qui est le livre de Michel Morgan, La Belle de l'au-delà, Oui, qui c'est est vrai. qui est le tome 1. Le tome 2, c'est Isabelle. Et dans ce livre-là, c'est l'histoire d'une âme qui est décédée par suicide, qui vient voir Michel Morgan pour lui demander de raconter son histoire. Et Michel Morgan, donc, acquiesce à sa demande. Et c'est cette histoire-là, dans l'au-delà, de qu'est-ce qui se passe par après, qui peut être possible quand une âme décide de mettre fin à son contrat sacré. Qu'est-ce qui arrive de l'autre côté?
Et j'ai trouvé ça fascinant, même si j'avais déjà des notions de ce concept-là, qu'en fait, la souffrance qu'on porte sur Terre, quand on vit quelque chose de difficile, que ce soit une rupture amoureuse, que ce soit un licenciement, une faillite ou une perte de repère, un peu comme tu as vécu, on l'apporte de l'autre côté parce que c'est un état émotionnel, c'est un état d'être. Donc, si je suis souffrant dans l'être que je suis et que je mets fin à mes jours, bien, ce mal-être-là, de l'autre côté du voile, il est toujours là. Donc, j'ai à me pardonner de l'autre côté. Fait que ce cheminement-là va continuer au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, avec les guides. Et si j'ai mis fin à mon contrat, ben, je vais revenir pour continuer ce que j'avais entamé. Fait que j'ai trouvé vraiment intéressant ce livre-là, qui avait beaucoup d'espoir qui était transmis et de nous dire que les états de mal-être qu'on a aussi, de souffrance dans notre vie, ne sont pas là pour qu'on soit puni. C'est pas dans cette vision-là, ça fait partie de l'incarnation humaine, de vivre des expériences qui nous amènent toujours plus loin. Et c'est souvent avec des expériences plus souffrantes qu'on fait des grandes prises de conscience et qu'on réalise qu'on a des outils absolument formidables à l'intérieur de nous qu'on ne pensait pas qu'ils étaient là. Fait que on peut voir ça comme des sauts évolutifs, des clés évolutives, des enseignements qui nous aident, même si la situation elle peut être déstabilisante puis souffrante, elle nous aide dans notre transformation, en fait. Exactement. Voilà. Merci, Raphaël, d'avoir acquiescé à ma demande de partager une partie de ta vie qui était plus souffrante, mais qui t'a amené plus loin en fait, de te comprendre et de t'aimer et de faire d'œuvrer de la façon que tu fais actuellement en accompagnant les gens. Fait que merci beaucoup. Ça demande quand même, moi, je trouve que ça prend du courage pour étaler devant tout le monde, plein de gens que tu connais pas, d'autres qui te connaissent, qui vont t'écouter, des clients, mais une partie de ta vie qui est un peu moins reluisante, mais qui fait ta grandeur aujourd'hui, toute la lumière qui émane de toi. Merci à toi de l'invitation. Ça fait un grand plaisir. Fait qu'on se dit à bientôt. Yes. Je te souhaite une belle soirée. Bonjour tout le monde.